je vais me présenter. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, des constats, qui pèsent sur, en tout cas des constats liés aux contraintes qui pèsent sur l'agriculture en matière de ressources. Alors, ce n'est pas, mon expertise principale, je suis ici à titre bénévole, mais, au cours de mes journées, je travaille dans la sécurité informatique, donc voilà, je pense que c'est limite à connaître. Toujours est-il que je vais essayer de vous proposer une réflexion sur les contraintes et les ressources de l'agriculture de demain. Alors, en fait, quand on regarde, l'offre alimentaire, on constate que nous consommons beaucoup plus de produits d'origine animale, que, ce qu'on pouvait faire durant les années 30. Si on regarde, le graphique qui a été produit par, l'association Les Greniers d'Abondance, qui a fait un super travail, on se rend compte qu'on consomme jusqu'à, 2 fois plus, de produits d'origine animale aujourd'hui que ce qu'on pouvait faire dans les années 30. Et qui dit consommation de produits d'origine animale accrue, dit en fait, beaucoup plus de ressources utilisées. Et c'est là que le bât blesse puisque notre consommation, de ressources liées à l'alimentation est très peu efficiente. Heu, ce qu'on remarque principalement, c'est que l'usage des terres, fait en agriculture aujourd'hui, reste encore problématique. Même s'il y a eu des tentatives de le rendre beaucoup plus efficient, il y a vraiment des efforts, conséquents qui ont été consacrés. Aujourd'hui, ces efforts d'efficience de l'élevage ont montré leurs limites, ce qui fait que, la production d'aliments d'origine animale accapare toujours une grande partie des ressources par rapport à sa contribution à notre alimentation. Conséquence de quoi, si on regarde le graphique, on se rend compte que la production de viande, de lait et d'œufs mobilise jusqu'à 85 des surfaces nécessaires à notre alimentation. Euh, donc ça, c'est, dans le contexte où, les protéines animales représentent 2 tiers de notre alimentation. Et si on regarde la 2e grande ligne du graphique, on constate que, un régime où les protéines, animales et les protéines végétales s'inverseraient, en fait, nécessiterait beaucoup moins de surface puisque, les produits d'origine beaucoup de terres. Alors quand on parle de l'usage des terres, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, il y a une partie, de l'usage des terres qui n'est que valorisable par l'élevage de ruminants, mais il y a bien une autre partie des terres qui sont utilisées pour les cultures, qui pourraient également être, utilisées, pour, faire cultiver des aliments destinés à l'alimentation humaine. Donc, on constate qu'il y a une compétition entre les ressources qui peuvent être consacrées aux animaux d'élevage et en fait, les ressources qui pourraient directement être consacrées à l'alimentation humaine. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est que, non seulement cet usage est pas assez efficient car on utilise beaucoup de terre pour, produire des aliments d'origine animale, mais en plus, finalement, les céréales qu'on va produire pour nourrir les aliments, en fait, les animaux vont moins bien nous les restituer que si l'homme consommait directement les calories liées aux céréales qui sont données aux animaux. Donc, finalement, le constat sur l'usage inefficient des ressources dans l'élevage, il a des conséquences bien réelles. C'est que demain, s'il y a des contraintes sur la production végétale, total, il va y avoir une compétition accrue entre l'alimentation humaine et l'alimentation des animaux d'élevage. Or, quand on parle de contraintes, eh bien, on ne parle pas en l'air puisqu'il y a effectivement un nombre important de contraintes qui pèsent sur les ressources disponibles et précisément puisque l'élevage consomme beaucoup de ressources de façon peu efficiente, il accroît cette contrainte sur, les ressources disponibles. Par exemple, on sait que l'élevage est à l'origine de 70 à 80 des émissions de gaz à effet de serre, de l'agriculture. Alors, ça, c'est un chiffre qui a notamment été montré à l'échelle de l'Union européenne. En France, ça dépend de la façon dont on le mesure, mais on sait que l'élevage est un des plus grands émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture et que ces émissions, elles alimentent notamment le phénomène du réchauffement climatique
Donc il lui-même accroît la contrainte sur les ressources disponibles. Heu, donc ça, d'une part, c'est un problème, mais en plus, la boucle est bouclée quand on constate que, l'élevage, il est peu résilient, face à la contrainte sur les ressources. Il est peu résilient face au changement climatique. Il y a d'autres perturbations, donc on est vraiment dans un système où finalement l'élevage, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hem donc, quand je parle des impacts liés à l'élevage, donc non seulement il y a des émissions de gaz à effet de serre, mais en plus, il y a des phénomènes de pollution. Bien sûr, la souffrance animale, je pense que c'est un enjeu qui doit être noté. On parle de 60 milliards d'animaux terrestres qui sont élevés et abattus chaque année pour la consommation humaine. On peut également parler de la souffrance humaine chez les travailleurs des abattoirs et aussi des problématiques de sécurité sanitaire. On peut penser aux zoonoses, les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont liés à l'intensification de l'élevage, qui sont importants et qui peuvent en fait créer des bouleversements, qui peuvent, déstabiliser, qui peuvent créer de l'instabilité. Or, justement, l'élevage n'est pas robuste par rapport à ces instabilités. Je pense que les instabilités majeures qui peuvent être évoquées, ce sont, on l'a déjà dit, le changement climatique, mais il y a aussi, heu, l'effondrement de la biodiversité, cultivée, la dégradation et l'artificialisation des sols et enfin l'épuisement des ressources énergétiques. Nous savons aujourd'hui que l'offre en énergie décroît car nous disposons de moins de pétrole depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc, toutes ces contraintes, elles, elles pèsent sur les rendements agricoles, ce qui veut dire que demain, nous aurons une offre, une offre alimentaire à tendance baissière. Les rendements agricoles seront à tendance baissière et dans ce contexte, on constate que l'élevage, puisqu'il émet des émissions de gaz à effet de serre, il renforce le réchauffement climatique et donc il accroît en fait, il accroît les contraintes qui pèsent sur lui-même. Donc c'est pour ça que j'évoquais le serpent qui se mord la queue. L'élevage accroît les contraintes qu'il fait peser sur lui-même. Donc, donc euh, c'est pour ça que dans ce contexte, il faut réviser les principes, enfin, en tout cas, il faut réorienter le mix agricole, donc finalement la façon dont nous produisons notre alimentation, et donc en tenant compte des contraintes qui pèsent sur les ressources. Et nous savons déjà qu'aujourd'hui, il y a des ressources qu'il faut réorienter. euh, il faut réorienter les ressources dont nous avons à notre disposition pour aller vers une agriculture qui soit plus résiliente, qui réponde aux enjeux de nourrir la population demain, mais qui surtout contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. À ce sujet, on peut citer des propositions qui ont déjà été élaborées par des think tanks et des associations qui réfléchissent fortement sur ces questions. Je pense au Shift Project, également au Grenier d'Abondance, dont j'ai montré des graphiques tout à l'heure, et enfin à l'association 4 pour 1000 qui est ce que je vais vous présenter. Donc pour les citer rapidement, donc nous savons que pour limiter, réduire la dépendance aux combustibles fossiles, hein, puisque c'est une des contraintes majeures sur la production alimentaire de demain, il faut affecter et surtout pour en fait nourrir tout le monde tout en composant avec les ressources disponibles, il faudra affecter en priorité la production agricole à des aliments consommables à des humains plutôt qu'aux animaux d'élevage. Deuxièmement, il faut mettre fin aux élevages industriels pour les problématiques évoquées et réorienter la filière vers des productions de qualité et donc de plus faible volume. Donc on parle bien de produire moins de viande. Et la troisième proposition, c'est bien de remplacer la majorité des protéines végétales de notre alimentation, des protéines animales de notre alimentation par des protéines végétales pour accroître notre capacité à nourrir des humains. Aujourd'hui, dans le mix agricole, il y a en fait un tiers des protéines végétales. Il faudrait faire passer ce taux à deux tiers des protéines végétales et faire baisser les protéines animales à un tiers seulement. Donc ça, c'est une proposition qui est faite par le cabinet Solagro, qui réfléchit beaucoup à ces questions, qui sont assez consensuelles dans le domaine. Euh,
et donc protéines végétales pour, accroître répondre aux enjeux de résilience et aussi de nourrir toute la population demain tout en luttant contre le réchauffement climatique. Je pense que et je ne suis pas le seul à le dire, ce développement des alternatives végétales doit notamment passer par, le développement de techniques agroécologiques, heu et qui ne nécessitent pas de recours particulier à la technique et aux machines. Et enfin, il y a un vrai enjeu qui est de stocker le carbone dans les sols, notamment en réduisant la déforestation. Euh, à ce titre, l'élevage représente, notamment l'élevage industriel, représente un problème assez important parce que non seulement il émet du CO2, mais en plus il émet des gaz à effet de serre et en plus il accapare une partie importante des terres nécessaires, enfin, qui pourraient être utilisées pour stocker du carbone. Donc, c'est un peu la double peine. Non seulement il empêche de stocker du carbone qui pourrait réduire le réchauffement climatique, mais en plus, il émet des gaz à effet de serre. Donc, donc, dans le mix agricole de demain, assurément, il y aura plus de végétal et plus de place attribuée au stockage de carbone. Donc ça, c'est des objectifs qu'il faut dès aujourd'hui essayer d'atteindre. Donc on parle de Tomorrow for Good, mais là c'est bien du Today for Good. En fait, ça fait partie vraiment des propositions qui doivent être au cœur de la transition alimentaire pour répondre aux enjeux évoqués. Euh, Toujours est-il que on n'a pas tout à fait résolu le problème. Alors, c'est là que je vais vous parler de la place de l'agriculture cellulaire dans ce contexte. Euh, alors, pour nourrir demain les individus, il faut quand même se rendre compte que, donc je l'ai déjà évoqué, on a eu des contraintes sur les ressources, mais face à ça, en plus, il y a une hausse de la demande qui est attendue. Alors, on parle généralement d'une hausse de la demande en produits d'origine animale qui serait de l'ordre de 60% d'ici à 2050, et c'est un chiffre qui semble faire consensus. Et alors, même en admettant que ce chiffre soit élevé, on peut être exagéré, on peut s'attendre à ce que la demande alimentaire de demain soit en hausse et excède une offre à tendance baissière, compte tenu compte tenu des contraintes que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, une offre qui pourrait être baissière, même si on accroît les protéines végétales au sein du mix agricole, parce que le réchauffement climatique, l'artificialisation des sols et l'épuisement de certaines ressources sont déjà des processus à l'œuvre. Alors, dans ce contexte, donc si on a finalement des contraintes sur les ressources et une hausse de la demande, il y a une question qui est fondamentale, c'est quelle est l'offre qui répondra à l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain. Et cette question, en fait, elle est fondamentale si nous souhaitons lutter contre le changement climatique, maintenir de la sécurité alimentaire et donc la résilience face au choc, et enfin préserver la biodiversité. Alors, dans ce contexte, qu'il faut à tout prix éviter, c'est finalement une sorte de fuite en avant vers plus d'élevage industriel, puisque alors déjà a priori c'est difficilement possible, mais en plus l'élevage industriel par ses propriétés ne ferait qu'alimenter la contrainte qui pèse sur les ressources. Donc il semble pertinent que la France et notamment l'Europe montrent l'exemple pour empêcher une fuite en avant vers plus d'élevage industriel. Et donc c'est là que peut intervenir la viande cultivée. Euh, donc, en fait, si l'offre de demain doit s'accroître pour répondre à une hausse de la demande et une hausse de la population, alors l'agriculture cellulaire pourrait au moins absorber une partie de l'écart entre la demande alimentaire actuelle et la demande de demain. Et donc, et avec un enjeu bien précis en tête, c'est empêcher que cette demande soit satisfaite par une hausse de l'élevage industriel, ce qui serait donc très compliqué et d'autre part sans doute intenable. Voilà. Donc la viande cultivée, à ce titre, a des propriétés intéressantes. Alors, je vois que je vais devoir faire un peu plus vite parce que le temps nous manque. Alors, donc l'agriculture cellulaire, on sait qu'elle nécessiterait beaucoup moins de terre, et donc ça permettrait notamment d'utiliser ces terres pour reforester, mais aussi capter du carbone, ce qui est précisément un des enjeux pour réduire le réchauffement climatique, et aussi, par exemple, utiliser des terres pour produire de l'énergie renouvelable. Alors, une autre propriété de la viande cultivée, donc a priori, donc j'aimerais préciser que sur tous ces chiffres, on a des incertitudes puisqu'il y a eu des analyses
prédictives environnementales, mais bon, voilà, quand on fait de l'ingénierie, on se rend compte que pour, en fait, évaluer un cycle de vie, il vaut mieux que le cycle de vie existe. Or là, en fait, la viande l'agriculture cellulaire en est à ses débuts et il n'y a pas, d'usine dont on a déjà pu, faire, évaluer les cycles de vie. Donc forcément, il y a une dimension un peu spéculative à tout ça, et ce qui exige plus de recherche et c'est, notamment, le souhait d'Agriculture Cellulaire France. Alors toujours est-il que sur l'énergie, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que, la consommation d'énergie sera plutôt élevée, même si, selon les 1 analyses prometteuses, cette énergie pourrait être mieux utilisée, ce qui pourrait, finalement aboutir au fait que, l'agriculture cellulaire consomme 45 moins d'énergie, par rapport à la production de viande. Alors ça, il faut faire très attention, voilà, on est vraiment dans des analyses prédictives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le profil de la consommation d'énergie de l'agriculture cellulaire, euh, il faudra avant tout de l'énergie pour de l'électricité, pour la consommation d'électricité, notamment pour faire, bon, en fait, pour alimenter les bioréacteurs. Et or, on sait que plus on fonctionne avec des énergies propres, moins on émet de CO2. Donc, là, quand c'est pas étonnant que, les analyses prédictives nous parlent d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient moins importantes par rapport à la viande conventionnelle, qui pourraient de réduire de l'ordre de 2 ordres de grandeur, les émissions de CO2 dans l'Union européenne. C'est précisément parce que, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture cellulaire pourraient être empêchées, si les sources d'énergie et notamment d'approvisionnement en électricité sont des énergies propres. Il y a quand même un enjeu, c'est qui est qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir généralisé les énergies propres dans le mix énergétique. Donc, il y a bien des contraintes qui pèsent sur ce mix énergétique et il faudra de toute façon s'assurer que les procédés de production en agriculture cellulaire soient de faible intensité énergétique. Parce que il est assez peu probable qu'on pourra tout de suite déployer des usines qui fonctionneront que aux énergies renouvelables et propres. Donc voilà, il faut de toute façon surveiller l'intensité énergétique, ne serait-ce parce que le mix énergétique est pas du tout illimité et que selon certains experts, notamment le Shift Project, il est en contraction. Donc il faut prendre véritablement compte de ces contraintes. Heu, hem, il y a d'autres propriétés intéressantes, par exemple, le fait que par rapport à l'élevage, on n'utiliserait pas d'antibiotiques, donc ça veut aussi dire moins de rejets, de polluants dans les effluents et enfin une utilisation moindre en eau, ce qui est intéressant dans un contexte de contraintes sur les ressources. En fait, on pourrait utiliser l'eau, notamment pour s'assurer, la stabilité en approvisionnement dans pour les humains de demain. Alors, maintenant que j'ai évoqué les bénéfices principaux dans cet axe et dans cette réflexion sur les ressources, on peut citer quelques co-bénéfices de l'agriculture cellulaire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, nous n'aurions pas besoin de tuer les animaux. Potentiellement, il pourrait y avoir une réduction spectaculaire du nombre d'animaux, vu que la plupart des animaux aujourd'hui n'existent que pour l'élevage. On parle de 60 milliards d'animaux terrestres chaque année. Or, la viande cultivée, en fait, pourrait se faire par des prélèvements sur un nombre très restreint d'animaux, ce qui serait tout à fait indolore. On pourrait tout à fait imaginer que certaines vaches, par exemple, existent dans des sanctuaires, sans qu'elles existent d'être abattues. Heu, c'est encore plus intéressant pour les produits acellulaires comme le lait, les œufs ou la gélatine. En fait, on connaît leurs gènes, les gènes qui seront nécessaires pour cultiver des produits. Et donc, dans ce contexte, il n'y aura même pas besoin de prélèvement. Et donc, ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura beaucoup moins d'animaux impliqués si on développe l'agriculture cellulaire, ce qui voudra dire moins de souffrance animale notamment. Et on peut d'ailleurs souligner à titre tout à fait intéressant que certains débouchés de la viande cultivée, par exemple, pourraient être de nourrir des animaux de compagnie, donc ce qui nécessiterait de tuer moins d'animaux pour nourrir des animaux de compagnie. Alors,
il y a également des co-bénéfices sur, l'aspect santé, qui est par exemple le fait que, ça n'utilise pas d'antibiotiques. L'agriculture cellulaire n'existe pas d'antibiotiques et donc pourrait, et alors contribuer à limiter, la survenue de l'antibiorésistance, qui est un phénomène presque aussi préoccupant que le réchauffement climatique. Hem et il y a d'autres aspects intéressants, comme, le fait que, la viande cultivée peut être produite en milieu stérile, donc qui implique, pas de risque de bactéries, mais aussi, on et surtout peut-être, il y a un risque réduit de zoonose, de maladies qui se transmettent de l'animaux des animaux à l'homme. On peut penser à la grippe porcine qui est, un phénomène, qui est de façon inhérente lié à l'élevage. Eh bien, le fait de sortir les animaux dans le processus de production pourrait, avoir des externalités très positives, sur les des questions de santé publique. Alors, cela étant dit, voilà, c'était pour les co-bénéfices, je pense qu'il est important de les noter. Hem, je vais essayer de vous proposer une place, la place que pourrait avoir, l'agriculture cellulaire, en fait, plutôt les conditions, pour, pour faire en sorte que l'agriculture cellulaire, puisse faire sa part, dans le mix agricole de demain. Donc c'est bien, d'absorber une partie de l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain et les conditions pour faire ce job, c'est, de fonctionner, dès aujourd'hui avec une consommation, décroissante de combustibles fossiles, voire nulle si c'est possible, et donc il ne faut pas s'arrêter à neutralité carbone, voilà. Et il faut, diminuer l'intensité en carbone et aussi en énergie des procédés de production. Donc ça, c'est vraiment un des éléments, très importants. Par ailleurs, l'agriculture cellulaire doit se développer au fil de la décarbonation de l'énergie. Donc ça, c'est un autre travail qui doit être mené. Mais puisque l'impact principal de la viande cultivée, semble être celui des émissions liées à sa consommation d'énergie et d'électricité, plus l'électricité a des sources propres, que ce soit le nucléaire ou les renouvelables, plus le développement de l'agriculture cellulaire est intéressant sur la question des émissions de CO2. En revanche, je précise que la décarbonisation de l'énergie, c'est un défi de taille qu'il ne faut pas réduire et qui reste encore à être relevé, hein. Alors, voilà, ça c'était pour le point énergétique. Je pense également que, dans les processus de production pour réduire l'impact environnemental, par design, donc c'est-à-dire avant même que les usines soient construites, il faut qu'elles soient pensées, pour, être sobres et durables. Donc, privilégier évidemment le recyclage et la réutilisation de certains produits, comme le médium de croissance utilisé pour faire pousser les produits, mais aussi, les bioréacteurs par exemple. Par ailleurs, il faudra surveiller l'usage des ressources minières qui, là aussi, sont pas du tout illimitées. Il y a des gens très pertinents comme Philippe Biowix qui parlent des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les métaux rares. Donc, là, pareil, il y a des enjeux de sobriété dans les minerais utilisés. Heu et enfin, les usines devraient être compatibles avec l'usage des terres, un usage de terre finalement qui soit minimal pour laisser, la place aux actions de stockage du carbone dans les sols, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure et ce qui fait l'objet de propositions d'ONG tout à fait intéressantes. Alors ça, ce sont finalement des principes qui devraient permettre à une agriculture cellulaire, d'avoir sa place dans le mix agricole de demain et d'être durable, par design. Donc l'enjeu, c'est bien de répondre à la de pouvoir nourrir tout le monde demain en respectant en limitant en fait les effets du réchauffement climatique. Euh, et en composant avec les ressources dont nous disposons. Et donc pour cela, je vais terminer là-dessus. Je précise que pour répondre à ces défis, l'agriculture cellulaire n'a pas vocation à faire le travail toute seule. Il s'agit bien d'une solution qui reste partielle parmi d'autres qui sont d'ordre plus systémique. Donc, je vous ai cité, mais je vais les rementionner. On peut penser au fait de mettre fin aux élevages industriels et de réorienter la filière vers des productions de qualité et de plus faible volume. Il y a également le fait de remplacer la majorité des protéines animales de notre alimentation par des protéines végétales pour accroître notre capacité à nourrir les humains. C'est quelque chose qu'il faudra de toute façon faire compte tenu des contraintes qui ont été évoquées. Et enfin, réduire notre appétit. Donc concrètement, il y a une partie des émissions et des émissions qui sont liées au gaspillage. Il faut dès aujourd'hui sensibiliser au gaspillage au gaspillage des ménages et sensibiliser sur les
contraintes qui pèsent sur les rendements agricoles. Voilà, il faut bien avoir en tête que demain, il y a une tendance baissière de l'offre des et notamment des rendements végétaux et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Enfin, donc quand je dis que l'agriculture cellulaire, ne va pas faire le job tout seul, il faut avoir en tête que quand on déploie une technologie, et que, surtout si elle a une efficacité énergétique intéressante, il y a, généralement un risque, ce qu'on appelle l'effet Jevons, que, en fait, cette technologie, elle soit, consommée de manière plus importante. Donc, même si, elle utiliserait moins d'énergie, vu qu'elle est plus intéressante, on la déploie plus, résultat, elle utilise plus d'énergie. Alors, ça justement, c'est ce qu'il faut éviter, à tout prix, donc c'est un facteur de durabilité. Donc pour cela, j'insiste vraiment sur la décarbonation de l'économie et l'électricité qui doivent être menées parallèlement et peut-être prioritairement au déploiement de l'agriculture cellulaire. Enfin, l'agriculture cellulaire ne doit pas être un prétexte à augmenter la consommation. Donc j'ai précisé que c'était bien un élément de réponse à l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain. Ça contribue à une offre qui est plus robuste face pour nourrir les humains de demain. Alors, même si on sera plus, il faut toutefois miser sur des pratiques de consommation sobre, donc par individu, en fait. L'avènement de l'agriculture cellulaire ne doit pas être un prétexte pour manger plus de viande à l'échelle individuelle, mais c'est vraiment pour répondre à l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain, et notamment lié au fait qu'on sera plus. Donc, je pense que j'ai fait le tour. euh, et oui, Si tu as fait le je tour, pense des avoir dit questions, hein. l'essentiel. Je pense Ouais. avoir dit l'essentiel. Mais merci beaucoup Tristan et Nathalie et je pense que ouais, c'est hyper important.